j'arrive à la conclusion là, de ce module de formation sur l'inclusion. Et donc, je vais revenir en citant quelques rapports, quelques chiffres, en réfléchissant un petit peu pour voir où on en est dans le champ de l'autisme, quels sont les efforts qui restent à faire pour avancer dans ce processus. Alors là, c'est ce qu'on trouve sur le site de l'Éducation nationale aujourd'hui, où on note que depuis 2006, c'est-à-dire après la loi de 2005, eh bien, le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire a plus que doublé. On en est auprès de 260 000 à la rentrée 2014. Voilà, un chiffre qui a beaucoup augmenté et on dit que l'objectif, c'est d'aller vers une école toujours plus inclusive, sachant s'adapter aux besoins spécifiques, etc. Alors ça, c'est quelque chose qui vient d'être publié par l'UNICEF, un tableau quand même assez choquant par rapport à ce chiffre très encourageant de l'éducation nationale, où on note là qu'il y a 20 000 enfants en France qui ne sont pas scolarisés. Et ça, c'est un chiffre qui a été donné par le CESE, c'est-à-dire le Comité économique, social et environnemental. C'est ce comité qui a donné ce chiffre. 20 000 enfants, j'y reviendrai tout à l'heure. 80% des enfants autistes qui seraient non scolarisés. Je vais revenir pour les chiffres sur l'autisme. Bon, c'est peut-être un peu beaucoup, là, il faudrait peut-être un peu nuancer, mais enfin, c'est vrai que quand on dit non scolarisés, c'est qu'on considère que ne sont scolarisés que ceux qui sont en milieu ordinaire. Et en effet, c'est environ 20% qui le sont. Donc, effectivement, il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine pour avancer dans le processus inclusif. Alors, pour ce qui concerne les chiffres, là, donc je vais terminer par là avec quelques préconisations. Les chiffres donnés justement par le CESE, Comité économique, social et environnemental. Donc, on estime qu'il y a environ en France entre 90 000 et 110 000 enfants en âge d'être scolarisés ou formés. Et c'est vrai que c'est un quart seulement qui se trouve en milieu ordinaire. C'est pas beaucoup, c'est autour de 20 000. Bon, c'est des chiffres approximatifs, naturellement, parce qu'il y a des histoires de diagnostic. C'est difficile de donner des chiffres très précis, mais c'est environ ce chiffre-là. En comptant aussi, il faut aussi les évoquer en passant, tous ceux qui sont envoyés vers la Belgique. Il y a eu plusieurs reportages à la télévision à différents moments. C'est autour de 3 000 dans l'enseignement adapté, autour de 2 000 en établissement spécialisé. Quant aux chiffres de l'éducation nationale, là aussi, il faut voir un petit peu où on en est par rapport à l'inclusion scolaire. Sur ces 20 000 qui sont accueillis en milieu ordinaire, il y en a 7 700, un peu plus, qui sont au niveau préélémentaire. Donc là, ils sont plutôt dans les classes ordinaires. Alors ça va un petit peu évoluer parce qu'il va y avoir les unités d'enseignement en maternelle, donc il va y en avoir un peu plus. Ensuite, il y en a autour de 8 000 en élémentaire, mais dont la moitié en CLIS. C'est-à-dire qu'ils ne poursuivent pas tous leur scolarité en classe ordinaire, loin de là. Et quand on arrive au collège, c'est-à-dire dans l'enseignement secondaire, là, les chiffres diminuent très fortement. C'est-à-dire que là, c'est pratiquement moitié moins d'élèves qui se trouvent au niveau collège, et encore, pas seulement dans les classes ordinaires, mais beaucoup en Ulysse. Et puis quand on arrive au lycée, alors là, ces chiffres tombent encore. C'est-à-dire plus on monte dans le système éducatif et plus le nombre de ces enfants accueillis en milieu ordinaire diminue. Donc c'est vrai que par rapport à l'inclusion scolaire, il y a quand même encore beaucoup de chemin à faire. Et puis il y a aussi un aspect extrêmement préoccupant qui est ce qu'on appelle le temps partiel. Et là aussi, il y a des chiffres précis. Qui sont notés, que, par exemple, on sait que pour les enfants autistes ou TED, eh bien, il y en a environ 27,7% contre 9,5% pour les autres handicaps qui sont accueillis, mais à temps partiel. Un enfant avec autisme, il a du mal à comprendre le contexte dans lequel il se trouve, il a du mal à prendre ses repères, à comprendre l'environnement, à connaître les personnes. Donc si on le met sur un temps très partiel, eh bien, il n'a pas le temps. Et donc du coup, forcément qu'il ne va pas bien s'adapter. Et donc là, il faudrait faire attention à ces temps partiels et sans envisager toujours un plein temps, ce n'est pas toujours non plus l'objectif. Il faudrait définir un seuil en deçà duquel il ne faut pas descendre. Pour moi, le seuil, c'est quand même le mi-temps. Il faudrait au moins un mi-temps.
et régulier, parce que pour les autistes, c'est très, très important, cette régularité. S'il va à l'école, il y va tous les matins, de telle heure à telle heure, etc. Et sur un temps quand même assez significatif et conséquent. Voilà, et puis là c'est un rapport du Sénat qui note, et ça apparaît dans le tableau de l'UNICEF, que 20 000 enfants en France sont sans solution scolaire. Donc ceux-là, ils ne sont même pas à temps partiel, ils sont sans solution scolaire. Donc là c'est la loi de 2005 qui n'est pas appliquée. Ils sont sans scolarisation. Et parmi ces 20 000, le Sénat note qu'on trouve les polyhandicapés, ça c'est sûr que c'est une population assez sinistrée, mais aussi les autistes sévères, c'est-à-dire ceux dont on dit qu'ils sont dans le bas du spectre, c'est-à-dire qui ont un handicap quand même assez grave, avec du retard mental, les plus atteints. Ceux-là se trouvent justement dans ces 20 000 enfants qui ne sont pas scolarisés, donc qui sont les moins autonomes, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la situation évolue dans le sens de plus d'inclusion? Il faut instaurer des partenariats et, en premier lieu, un partenariat avec les parents. J'insiste beaucoup sur ce partenariat qui est prôné de toute façon dans nos textes réglementaires, mais qui n'est pas encore suffisamment effectif. Partenariat signifie... Ça ne signifie pas qu'on considère les parents comme des professionnels, mais ça signifie qu'on reconnaît leurs compétences et leur expertise, qu'on est à leur écoute, qu'on n'a pas seulement à leur apporter des choses, mais qu'ils ont aussi des choses à nous apporter. Je crois qu'il y a là vraiment quelque chose à développer. Les parents ne sont pas forcément des spécialistes. Eux aussi, ils ont à se former, bien évidemment. Ils ne peuvent pas y couper parce que ce ne sont pas des enfants comme les autres, donc ils ont besoin de se former. Mais c'est leur enfant, donc ils sont forcément experts de leur enfant, ils le connaissent. Et souvent, ils ont des choses à apporter aux professionnels. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on apprenne à engager ce partenariat avec les parents. Donc, partenariat avec les parents, partenariat bien sûr avec tous les professionnels, entre professionnels, tous ceux qui gravitent autour de l'enfant, aussi bien à l'école que hors de l'école. C'est très très important d'établir là des échanges. Alors, une autre condition qui me semble essentielle aussi, c'est qu'il faudrait arriver à supprimer un peu les pronostics, parce que dans notre système, on fait beaucoup de pronostics, c'est-à-dire que autant il est très important de faire des diagnostics, c'est-à-dire que plus tôt l'enfant est repéré, diagnostiqué, et plus tôt on va pouvoir l'aider, l'accompagner, etc. Donc le diagnostic est fondamental. Par contre, il faudrait s'abstenir des pronostics. En fait, il faudrait avoir l'humilité de dire « je ne sais pas ». C'est-à-dire que déjà avec des enfants tout venant, on ne sait pas exactement. On peut faire bien sûr des hypothèses, et il vaut mieux faire des hypothèses favorables, positives. Mais franchement, faire des pronostics alors qu'on ne s'est même pas encore engagé dans la situation, c'est quand même quelque chose qui est très grave, surtout quand on a affaire comme ça à des enfants qui ont des profils particuliers. Il faut laisser les portes ouvertes et avoir l'humilité de dire, bon ben voilà, on va essayer, on va s'engager, on va faire ce qu'on peut. Et on ne sait pas jusqu'où on ira. Donc, arrêter les pronostics, c'est d'exclure, bien sûr. Donc, je cite Charles Gardou, là, dans son ouvrage que je vous ai fait entendre, et qui rappelle que dans la plupart des cultures, la même tentation perdure. Placer ces personnes spéciales dans des lieux spéciaux sous la responsabilité de spécialistes. Tenues à une certaine distance des activités collectives, coupées du continent des autres, insularisées, elles ne sont plus que des visiteurs épisodiques de l'espace commun, aux spécialistes et autres spécialisés de s'en occuper dans des structures dédiées. Donc c'est dans son livre « L'inclusion, parlons-en ». Arrêtez d'exclure, arrêtez de penser que parce qu'on est très différent, qu'on a un handicap, il faut être avec des spécialistes, dans des structures dédiées, à part, etc. Au contraire, j'espère l'avoir montré avec les exemples. Voilà, on a beau être très très différent, on peut tout à fait tirer parti de ce mélange avec les autres. Et bien sûr qu'il faut des spécialistes, mais des spécialistes qui accompagnent l'enfant dans ce milieu ordinaire et non pas à part dans des institutions spécialisées. Donc là aussi, il faudrait engager, si on veut que l'inclusion se développe, engager un processus de désinstitutionnalisation. Je n'hésite pas à dire le mot. De toute façon, ce processus, il a été prôné par le Conseil de l'Europe en 2010. Alors bien sûr,
Ça n'a pas valeur de loi, hein, c'est une préconisation, mais le Conseil de l'Europe le dit clairement. Et il parle en plus d'une désinstitutionnalisation progressive. Hein. Il ne s'agit pas de faire ça brutalement, hein, de fermer du jour au lendemain toutes les institutions, mais il s'agit de le faire progressivement. Je pense qu'on est en train de le comprendre. Hein. Déjà, quand on commence à externaliser les unités d'enseignement, ça participe du processus de désinstitutionnalisation. Il me semble que c'est vraiment une mesure à saluer et à encourager. Donc le Conseil de l'Europe en 2010 dit que chaque fois que cela s'avérera possible, leur scolarité, leur formation professionnelle devrait se dérouler à tous les stades de leur éducation, dans les établissements fréquentés par les autres enfants. Ils devraient bénéficier du soutien qui facilitera leur scolarité, leur formation effective au sein des systèmes d'éducation classiques. Et lorsque le recours à des établissements scolaires ou des unités spécialisées est jugé indispensable, eh bien, ceux-ci, dit le Conseil de l'Europe, devraient être associés à ceux de l'enseignement classique, devraient être aidés à établir des passerelles et s'ouvrir à la communauté locale. Alors, je termine par quelques publications récentes auxquelles j'ai eu l'occasion de participer. En 2009, cet ouvrage paru chez Duno, qui s'appelle « Scolariser des élèves avec autisme et TED », avec un sous-titre « Vers l'inclusion ». Donc, c'est un ouvrage qui est sous la direction de moi-même, mais aussi de Guylain Majerotte et Jean-Louis Adrien, et qui a été fait à partir d'un colloque qui s'est tenu à l'université Paris-Descartes, où on donne la parole à tous les acteurs, aussi bien aux professionnels, aux enseignants, aux personnes avec autisme, aux parents, aux chercheurs. On a donné la parole un petit peu à tous les acteurs de la scolarisation, voilà, pour qu'ils expliquent un petit peu, qu'ils présentent leur expérience et qu'ils l'analysent. Voilà, alors ça c'est un dossier qui est paru à la NRAS, la nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation, qui est la revue de l'INSHEA, et un ouvrage que j'ai dirigé avec Guylain Majerotte, qui est un de mes partenaires depuis très longtemps, professeur émérite à l'université de Mons en Belgique, et donc on avait décidé d'intituler ce dossier « L'autisme, une grande cause scolaire ». Alors, il est sorti à la fin de l'année 2012, début de l'année 2013, après l'année de la grande cause de l'autisme. Voilà, et d'une façon, enfin, on s'est un petit peu avancé en parlant de grande cause scolaire, parce qu'on avait trouvé que pendant cette année, eh bien, on ne parlait pas suffisamment de scolarité. Le suivant, qui s'appelle « À la découverte de l'autisme », est paru également chez Duno. Il est plus récent, il date de 2014. Il a été fait là aussi par un collectif. Son sous-titre, c'est « Des neurosciences à la vie en société ». Donc j'ai participé là aussi à cette publication. Et là aussi, on a donné la parole à une diversité d'acteurs, aussi bien des chercheurs, des professionnels, des personnes autistes aussi, qui se sont exprimés pour expliquer un petit peu l'autisme, les découvertes récentes, mais aussi les propositions voilà, qu'on pouvait faire en matière de vie en société. Et même, il y est question d'inclusion aussi dans cet ouvrage. Voilà. Et celui-là est le dernier. Donc là, c'est un DVD qui a été fait. Alors, je vais montrer justement des séquences là de ce DVD. Donc, ça s'appelle « Enfants autistes à l'école primaire, savoir scolaire et codes sociaux ». Et là, on a donc tourné dans un certain nombre très exactement dans 3 contextes, en milieu ordinaire. Et donc, vous avez vu certains de ces contextes. Comme ce sont des petites séquences, on a fait 16 séquences en tout, en montrant à la fois des situations, mais aussi en donnant la parole aux professionnels pour qu'ils présentent, qu'ils commentent leurs pratiques. Donc, il y a une partie séquence pédagogique, une partie entretien avec les professionnels, et puis il y a un livret d'accompagnement que j'ai rédigé, où je donne un certain nombre de principes pour accueillir les élèves à l'école. J'évoque aussi bien les outils, les méthodes, etc. Et je présente une analyse un petit peu transversale de certaines séquences pédagogiques. Voilà, il y a ce livret d'accompagnement qui fait environ 80 pages, est inclus dans ce DVD. Voilà, c'est la dernière publication avec le réseau Canopé de Créteil.
Alors ce module de formation sur l'inclusion que j'ai souhaité, que j'ai proposé, parce que je le considère vraiment comme essentiel, j'espère qu'il aura effectivement apporté quelque chose. Donc effectivement, je pense que il faut vraiment s'imprégner de cette approche, essayer de la comprendre, de l'approfondir, d'y réfléchir, c'est-à-dire c'est pas seulement voilà, être formé au handicap, etc. Je pense qu'il y a là vraiment une nouvelle façon de considérer le système éducatif, l'accueil de tous les enfants à l'école, et que ça mérite vraiment une réflexion collective, en espérant qu'effectivement j'aurai apporté là ma pierre à l'édifice et contribué un petit peu à cette réflexion. Sachant qu'effectivement, voilà, la littérature, elle n'est pas encore très abondante, mais ça commence à se développer. Il ne faut pas hésiter là, à lire effectivement des textes, des articles sur ce sujet. Il y a quand même là des chercheurs actuellement qui s'intéressent et qui peuvent aider justement, qui peuvent nourrir un petit peu cette réflexion. Je pense qu'on a vraiment besoin d'y réfléchir, de façon à ce que ça puisse guider les pratiques éducatives en milieu ordinaire. Bien, alors on arrive au terme de ce module de formation. Donc, je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère avoir contribué à cette réflexion sur ce processus d'inclusion. J'espère avoir fait comprendre que c'était important d'y réfléchir, qu'il ne suffit pas d'être formé au handicap, aux méthodes éducatives, etc., qu'il faut aussi réfléchir à ce processus inclusif, comprendre son intérêt, et surtout pour ce qui concerne les professionnels de l'éducation nationale, là, parce que c'est eux qui accueillent en milieu ordinaire, c'est très important pour eux de comprendre l'intérêt de ce processus, à la fois pour les élèves en situation de handicap, mais aussi et surtout pour tous les élèves. Voilà, merci de votre attention.